mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous emporter par le murmure des vents du désert et le tintement des cloches de chameaux qui nous guideront à travers l'une des plus grandes aventures de l'humanité. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple fil de verre puisse relier des continents entiers ? Que le battement d'ailes d'un minuscule insecte pourrait déclencher des guerres, façonner des empires et transformer à jamais notre compréhension du monde. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit. Pendant que l'Europe médiévale vivait repliée sur elle-même, persuadée d'être au centre de l'univers, à des milliers de kilomètres, une civilisation raffinée gardait jalousement un secret qui allait bouleverser l'ordre mondial. Pourquoi des hommes risquaient-ils leur vie pour traverser les déserts les plus hostiles de la planète ? Comment un simple tissu pouvait-il valoir plus que son poids en or ? Qui étaient ces marchands audacieux qui s'aventuraient là où aucune carte n'indiquait le chemin ? Et surtout, comment un réseau commercial vieux de 2000 ans continue-t-il aujourd'hui à façonner notre géopolitique moderne ? Ce que nous appelons la route de la soie n'était pas simplement un chemin pour le commerce de textiles luxueux. C'était une artère vivante qui a permis la circulation des idées, des religions, des technologies et des maladies. Une route qui a créé notre premier monde véritablement globalisé, bien avant que nous n'inventions ce terme. Ce n'est pas l'histoire d'un simple échange commercial, mais celle d'une transformation fondamentale de notre humanité commune. La vérité est plus fascinante que la légende. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, la route de la soie n'était pas une invention des marchands, mais une stratégie délibérée d'empereurs et de rois qui cherchaient à étendre leur pouvoir bien au-delà de leurs frontières naturelles. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que son héritage coule encore dans vos veines, influence votre alimentation quotidienne et façonne les tensions géopolitiques que vous voyez aux informations chaque soir. Fermez les yeux. Imaginez le crissement du sable sous les sabots des chameaux. Sentez l'odeur épicée des marchés de Samarcande. Écoutez le murmure des marchands négociant en langues étrangères. Notre voyage commence il y a plus de 2 millénaires, lorsque deux grandes civilisations, ignorant presque tout l'une de l'autre, étaient sur le point d'établir une connexion qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Avant que les premiers voyageurs intrépides ne tracent les routes commerciales qui deviendraient la légendaire route de la soie, deux mondes existaient en parallèle, séparés par des montagnes infranchissables, des déserts impitoyables et une ignorance mutuelle presque totale. À l'est se trouvait la Chine impériale de la dynastie Han, un empire sophistiqué et centralisé qui se considérait comme le royaume du milieu, le centre civilisé d'un monde entouré de barbares. À l'ouest s'étendait l'Empire romain, tout aussi convaincu d'être le phare de la civilisation dans un océan de ténèbres. Dans la Chine du IIe siècle avant notre ère, la vie suivait un rythme millénaire. Les palais impériaux de Chang'an, l'actuel Xi'an, s'élevaient avec leurs toits incurvés et leurs colonnes de bois laquées rouges. Dans les jardins impériaux, les mandarins en robe de soie discutaient de philosophie confucéenne, tout en écoutant le doux clapotis des fontaines. Les rues étaient organisées selon un plan parfaitement quadrillé, reflet d'un ordre cosmique que l'empereur, le fils du ciel, était chargé de maintenir. La Chine des Han avait déjà atteint un niveau de sophistication technologique que l'Occident ne connaîtrait pas avant des siècles. Le papier, inventé vers l'an 105 de notre ère, remplaçait progressivement les tablettes de bambou et les coûteuses soies utilisées pour l'écriture. Des systèmes d'irrigation complexes permettaient de nourrir une population de 60 millions d'habitants. La bureaucratie impériale, sélectionnée par un système d'examen basé sur le mérite plutôt que sur la naissance, administrait efficacement ce vaste territoire. Mais ce que la Chine possédait de plus précieux aux yeux du monde extérieur restait son secret le mieux gardé. La sériciculture, l'art d'élever des vers à soie et de transformer leurs cocons en fil d'une finesse et d'une beauté incomparables. La légende raconte que cette découverte remonte à l'impératrice Lei Zhu, épouse de l'empereur Jaune,
qui aurait vécu vers 2700 avant notre ère. En buvant son thé sous un mûrier, un cocon serait tombé dans sa tasse d'eau chaude, révélant un fil continu que l'impératrice aurait patiemment déroulé. Cette découverte fortuite aurait donné naissance à une industrie qui deviendrait l'un des piliers de l'économie chinoise pendant des millénaires. La production de soie était un processus laborieux et minutieux. Les femmes nourrissaient les chenilles exclusivement de feuilles de mûrier blanc, veillant jour et nuit sur ces créatures délicates. Une fois que les vers formaient leur cocon, ceux-ci étaient plongés dans l'eau bouillante pour tuer la chrysalide avant qu'elle ne perce la soie en devenant papillon. Chaque cocon pouvait produire un fil continu de près de 1000 mètres, mais d'une finesse telle qu'il fallait plus de 2500 cocons pour produire une livre de soie brute. Les Chinois gardaient jalousement ce secret. La divulgation des techniques de sériciculture était punie de mort. Cette protection féroce n'était pas seulement motivée par des raisons économiques, mais aussi militaires et diplomatiques, la soie servant d'instrument de pouvoir dans les relations avec les peuples nomades des steppes. À l'autre extrémité du continent eurasiatique, Rome était au sommet de sa gloire. Ses légions avaient conquis un empire s'étendant de la Bretagne au Moyen-Orient, de l'Allemagne à l'Afrique du Nord. Ces villes impressionnaient par leurs aqueducs, leurs thermes et leurs amphithéâtres. Dans les demeures patriciennes de Rome, les sénateurs discutaient de politique tout en dégustant du vin de Falerne dans des coupes d'argent, tandis que les esclaves s'affairaient silencieusement sur les sols en mosaïque. Pourtant, malgré toute sa puissance militaire et son raffinement architectural, Rome ignorait presque tout de ce qui se passait au-delà de l'Euphrate. Les Romains savaient que quelque part, loin à l'est, existait un pays appelé Sérique, la terre de la soie. Mais ils n'avaient qu'aucune vague idée de sa localisation ou de la nature de son peuple. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrivait les Serfs comme inoffensifs, mais ressemblant à des sauvages, montrant à quel point la connaissance romaine de la Chine était limitée et déformée. Entre ces deux géants s'étendait un vaste espace intermédiaire composé de steppes, de déserts et de chaînes de montagnes. Cet espace n'était pourtant pas vide. Des royaumes comme la Parthie et le Kushan y prospéraient, servant d'intermédiaires commerciaux. Des peuples nomades comme les Xiongnu, les Yuezhi et plus tard les Huns y développaient leur propre culture, basée sur la mobilité et l'élevage équestre. La perception que nous avons aujourd'hui d'un vide entre ces civilisations est une illusion rétrospective. En réalité, ces espaces intermédiaires bouillonnaient d'activités humaines, d'innovations culturelles et d'échanges limités mais significatifs. Certains objets chinois parvenaient déjà à Rome par des voies détournées, et des pièces romaines ont été retrouvées dans des tombes chinoises datant du 1er siècle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'isolement de la Chine n'était pas dû à un désintérêt pour le monde extérieur, mais plutôt à une politique délibérée d'autosuffisance et de protection. La Grande Muraille, dont la construction avait commencé sous l'empereur Qin Shi Huangdi au IIIe siècle avant notre ère, n'était pas tant destinée à empêcher les invasions militaires qu'à contrôler les flux commerciaux et humains. Un mythe tenace veut que les Chinois et les Romains n'aient jamais établi de contact direct. En réalité, des preuves archéologiques et textuelles suggèrent que des envoyés romains auraient pu atteindre la Chine et que des émissaires chinois se seraient approchés des frontières orientales de l'Empire romain. Mais ces contacts restaient exceptionnels et n'avaient pas encore débouché sur des relations diplomatiques ou commerciales directes et régulières. Ce qui manquait n'était pas tant la capacité technique de voyager entre ces deux mondes, mais plutôt une motivation suffisamment forte pour surmonter les immenses obstacles géographiques et politiques qui les séparaient. Cette motivation allait bientôt apparaître, catalysée par une série de circonstances historiques et par l'audace d'un empereur visionnaire. Car ce qui est remarquable dans l'histoire de la route de la soie, c'est qu'elle n'a pas émergé organiquement, comme une évolution naturelle du commerce local. Elle fut le résultat d'une décision politique délibérée, d'une vision stratégique à long terme qui anticipait les bénéfices d'une connexion intercontinentale.
Et l'homme qui en fut à l'origine n'était pas un marchand, mais un empereur confronté à une menace existentielle pour son royaume. L'empereur Wu des Han n'était pas un homme ordinaire. Monté sur le trône à l'âge de 16 ans en 141 avant notre ère, ce souverain ambitieux et visionnaire allait régner pendant 54 ans, transformant profondément la Chine et sa relation avec le monde extérieur. Sous son règne, la Chine connut une expansion territoriale sans précédent, doublant presque sa superficie. Mais cette expansion n'était pas motivée par une simple soif de conquête. Au nord de la Chine, une confédération nomade, les Xiongnu, constituait une menace permanente. Ces redoutables cavaliers, ancêtres possibles des Huns qui terroriseraient l'Europe des siècles plus tard, lançaient régulièrement des raids dévastateurs sur les territoires chinois. La stratégie traditionnelle de la Chine consistait à acheter la paix en offrant des tribus, de la soie, du grain et d'autres produits de luxe. Mais l'empereur Wu refusait cette politique d'apaisement qu'il jugeait humiliante et inefficace à long terme. Sa vision était plus ambitieuse. Isoler diplomatiquement les Xiongnu en formant des alliances avec leurs ennemis plus à l'ouest. Pour cela, il fallait envoyer des émissaires dans des territoires largement inconnus. C'est dans ce contexte qu'entre en scène l'un des plus grands explorateurs de l'histoire, dont le voyage allait jeter les bases de ce qui deviendrait la route de la soie. Zhang Qin était un officier de la garde impériale lorsqu'il fut choisi pour cette mission diplomatique périlleuse en 138 avant notre ère. Sa mission, traverser les territoires contrôlés par les Xiongnu pour atteindre le royaume des Yuezhi, un peuple nomade qui avait fui vers l'ouest après avoir été défait par les Xiongnu et qui pourrait devenir un allié précieux contre l'ennemi. Commune. Le voyage de Zhang Qian fut une odyssée extraordinaire. Peu après son départ, lui et son escorte de 100 hommes furent capturés par les Xiongnu. Pendant 10 longues années, Zhang Qian fut retenu en captivité, se mariant même avec une femme locale. Mais il n'oublia jamais sa mission. Profitant d'une opportunité, il s'échappa avec sa femme et quelques fidèles, poursuivant sa route vers l'ouest. Lorsqu'il atteignit finalement le royaume des Yuezhi, dans l'actuel Afghanistan, ceux-ci avaient établi un nouvel État prospère et n'avaient aucun intérêt à reprendre une guerre contre leurs anciens ennemis. La mission diplomatique était un échec, mais Zhang Qian avait acquis quelque chose de bien plus précieux. Une connaissance directe de terre et de peuple jusque-là inconnue des Chinois. Sur le chemin du retour, il fut à nouveau capturé par les Xiongnu, mais s'échappa une seconde fois après 1 an de captivité. Lorsqu'il regagna finalement la Chine en 126 avant notre ère, 13 ans après son départ, seuls 2 des 100 hommes qui l'avaient accompagné étaient encore en vie. Mais les informations qu'il rapportait allaient changer le cours de l'histoire. Zhang San avait découvert que les régions occidentales, loin d'être des terres barbares, inhospitalières, abritaient des royaumes riches et sophistiqués, comme la Bactriane et la Sogdiane. Il avait observé des produits inconnus en Chine, des chevaux puissants de Ferghana, du raisin et de la luzerne de Sogdiane. Plus surprenant encore, il avait vu dans la région de Bactriane des objets qu'il reconnut comme provenant de Shu, le Sichuan actuel, indiquant l'existence de routes commerciales indirectes entre la Chine et l'Asie centrale. Mais ce qui frappa le plus l'empereur Wu, c'est le rapport de Zhang Qian sur un grand royaume situé encore plus à l'ouest, au-delà des montagnes, Daqin, l'Empire romain. Bien que Zhang Qian n'ait jamais atteint Rome, il avait recueilli des informations sur cette puissance lointaine, ouvrant dans l'esprit de l'empereur la possibilité de connexions commerciales et diplomatiques transcontinentales. Fasciné par ces récits, l'empereur Wu envoya d'autres missions vers l'ouest, établissant progressivement des relations commerciales avec les royaumes d'Asie centrale. Pour sécuriser ces nouvelles routes, il lança des campagnes militaires qui repoussèrent les Xiongnu et établirent une présence chinoise dans le corridor du Gansu, cette étroite bande de terre fertile entre le désert de Gobi et le plateau tibétain, qui deviendrait l'artère principale de la route de la soie.
Ce qui avait commencé comme une initiative stratégique militaire se transforma rapidement en une entreprise commerciale. Des marchands aventureux suivirent les traces de Zhang Xian, attirés par les profits que promettaient ces nouveaux marchés. Les Chinois exportaient principalement de la soie, mais aussi du fer, des bronzes, des lacs et de la céramique. En retour, ils importaient des chevaux, du jade, des pierres précieuses, des épices et plus tard des plantes comme la vigne et la luzerne qui transformeraient l'agriculture chinoise. La motivation de l'empereur Wu n'était pas uniquement diplomatique et militaire. La Chine des Han était confrontée à des défis économiques internes. Le commerce du sel et du fer, deux monopoles d'État, générait d'importantes recettes fiscales, mais l'expansion territoriale nécessitait de nouvelles sources de revenus. Le commerce extérieur offrait une solution, d'autant plus que la soie chinoise atteignait des prix astronomiques dans les marchés occidentaux. Pour les marchands qui s'engageaient sur ces routes, les motivations étaient plus directes, l'appât du gain. Un marchand qui parvenait à transporter avec succès une cargaison de soie jusqu'aux marchés occidentaux pouvait multiplier sa mise initiale par 100 ou plus. Mais ce profit potentiel s'accompagnait de risques considérables. Voyager sur la route de la soie n'était pas pour les âmes timorées. Les caravanes devaient affronter certains des environnements les plus hostiles de la planète. Le désert de Taklamakan, dont le nom local signifierait « entre dans ce désert et tu n'en sortiras pas ». Les hauts plateaux du Pamir, où l'air raréfié et les températures glaciales mettaient à l'épreuve les constitutions les plus robustes. Les passes étroites des montagnes du Tian Shan, où des bandits pouvaient attendre en embuscade. Les risques naturels n'étaient qu'une partie des dangers. Les caravanes étaient des cibles tentantes pour les pillards. Les marchands devaient négocier des droits de passage avec des seigneurs locaux dont la fiabilité était incertaine. Les frontières politiques changeaient fréquemment, transformant des zones sûres en territoires hostiles du jour au lendemain. Face à ces périls, les marchands développèrent des stratégies de survie sophistiquées. La plus importante était la formation de caravanes, ces convois de chameaux qui pouvaient raconter plusieurs centaines d'animaux et des dizaines d'hommes. Ce mode de voyage collectif offrait une protection contre les bandits et permettait de partager les connaissances sur les itinéraires, les points d'eau et les dangers potentiels. Le choix des animaux était crucial. Si les chevaux étaient valorisés pour leur vitesse, c'est le chameau de Bactriane, avec ses deux bosses, qui devint l'animal emblématique de la route de la soie. Capable de porter jusqu'à 250 kg sur des distances considérables, résistant à la fois au froid intense des montagnes et à la chaleur accablante des déserts, pouvant survivre plusieurs jours sans eau, le chameau Bactriane était parfaitement adapté aux rigueurs du voyage. Les caravaniers développèrent une expertise technique remarquable. Ils apprirent à reconnaître les signes annonciateurs des tempêtes de sable, à identifier les points d'eau cachés dans le désert, à traiter les maladies spécifiques qui affectaient hommes et bêtes sur ces routes. Leurs connaissances géographiques étaient si précises qu'ils pouvaient naviguer dans des paysages apparemment monotones en se guidant sur des repères invisibles pour les non-initiés. Les marchands devaient également posséder des compétences linguistiques et culturelles. Un voyage typique traversait des dizaines de territoires où l'on parlait des langues différentes et où les coutumes variaient considérablement. Un geste anodin dans une culture pouvait être une grave offense dans une autre. La capacité à s'adapter rapidement à des environnements culturels changeants était aussi importante que la résistance physique. Mais peut-être la compétence la plus cruciale était-elle la connaissance des réseaux. Rares étaient les marchands qui parcouraient l'intégralité de la route de la soie. La plupart opérèrent sur des segments spécifiques, vendant leurs marchandises à des intermédiaires qui les transportaient plus loin. Savoir à qui faire confiance, où trouver un interprète fiable, quel fonctionnaire pouvait être soudoyé et lequel était incorruptible, ces informations valaient souvent plus que l'or. Contrairement à l'image romantique du marchand solitaire parcourant d'immenses distances, le commerce sur la route de la soie fonctionnait comme un système de relais. Les marchandises changeaient de main plusieurs fois
avant d'atteindre leur destination finale, chaque intermédiaire ajoutant sa marge au prix. C'est cette multiplication des intermédiaires qui explique pourquoi la soie, qui avait déjà une valeur considérable en quittant la Chine, atteignait des prix astronomiques en arrivant à Rome. Les risques encourus par ces marchands ne se limitaient pas aux dangers physiques. Investir dans une expédition commerciale sur la route de la soie représentait un risque financier majeur. De nombreux marchands empruntaient pour financer leur voyage, hypothéquant leurs biens et parfois leur liberté personnelle. Un seul voyage raté pouvait signifier la ruine ou l'esclavage pour dette. Pour gérer ces risques financiers, des systèmes sophistiqués de crédit et d'assurance commencèrent à émerger. Des prêteurs spécialisés finançaient les expéditions en échange d'une part des profits. Des contrats écrits spécifiaient la répartition des risques et des bénéfices. Ces innovations financières, développées d'abord par nécessité pratique, posèrent les fondements de pratiques commerciales qui sont encore utilisées aujourd'hui. L'importance de ces risques nous aide à comprendre pourquoi la route de la soie ne transportait presque exclusivement que des produits de luxe. Seules des marchandises de très haute valeur justifiaient les coûts et les dangers du voyage. C'est pourquoi, outre la soie, on y trouvait des épices rares, des pierres précieuses, des parfums, des teintures comme l'indigo ou le safran, et plus tard des porcelaines fines. Les produits volumineux et de faible valeur, comme les céréales, étaient économiquement inviables sur de telles distances. Cette concentration sur les produits de luxe façonna profondément la nature des échanges. La route de la soie ne transformait pas tant les économies de base des régions qu'elle traversait, mais plutôt leurs élites sociales et politiques. Elle créa une culture cosmopolite partagée par les classes dirigeantes d'empires, par ailleurs très différents, tout en laissant relativement intactes les structures économiques fondamentales des sociétés rurales. Pour la plupart des habitants des régions traversées par la route de la soie, ces échanges commerciaux à longue distance avaient peu d'impact direct sur leur vie quotidienne. Un paysan du Gansu ou de Sogdian ne possédait probablement aucun objet provenant de plus de quelques centaines de kilomètres de son village. Pourtant, indirectement, même ces communautés rurales isolées étaient affectées, car les élites enrichies par le commerce investissaient dans des infrastructures locales, comme les systèmes d'irrigation ou les fortifications. L'un des aspects les plus fascinants de la route de la soie est qu'elle n'était pas seulement une voie de transport pour les marchandises, mais aussi un conduit pour la transmission des idées, des technologies et des croyances. Et dans certains cas, ces éléments immatériels eurent un impact bien plus profond et durable que les objets physiques échangés. Parmi ces transmissions culturelles, les religions occupèrent une place particulière. Le bouddhisme, né en Inde, se propagea en Chine principalement via la route de la soie, transformant profondément la culture chinoise. Des moines bouddhistes comme Faxian et plus tard Xuanzang parcouraient ces routes périlleuses, non pas pour le profit commercial, mais pour la quête spirituelle, rapportant en Chine des textes sacrés qui seraient traduits et diffusés. De même, le manichéisme, le zoroastrisme, le christianisme nestorien et plus tard l'islam se répandirent le long de ces routes commerciales. Les marchands n'étaient pas seulement des transporteurs de biens, mais aussi des missionnaires involontaires, introduisant leurs croyances dans des terres lointaines. Les oasis qui ponctuaient la route de la soie devinrent des centres de diversité religieuse extraordinaires, où des temples bouddhistes côtoyaient des églises nestoriennes, des mosquées et des hôtels zoroastriens. Cette diffusion des idées religieuses n'était pas un simple transfert unidirectionnel. À chaque étape de leur progression, ces religions s'adaptaient aux cultures locales, incorporant des éléments indigènes et se transformant parfois si profondément que leurs formes originelles auraient été à peine reconnaissables pour leurs fondateurs. Le bouddhisme Shan, zen au Japon, par exemple, résulta de la fusion du bouddhisme indien avec le taoïsme chinois, créant une forme entièrement nouvelle de pratique spirituelle. Les technologies voyageaient aussi efficacement que les croyances. La fabrication du papier, inventée en Chine au 1er siècle, atteignit le monde islamique au 8e siècle,
puis l'Europe au XIIe siècle, révolutionnant à chaque fois la transmission du savoir. La poudre à canon, la boussole, les techniques d'impression, toutes développées en Chine, finirent par atteindre l'Occident via ces routes commerciales, souvent après avoir été perfectionnées dans les centres intellectuels du monde islamique. Dans l'autre sens, les techniques de fabrication du verre, maîtrisées par les artisans romains et byzantins, parvinrent en Chine où elles influencèrent la production de céramique. Des innovations agricoles, comme de nouvelles variétés de cultures ou des techniques d'irrigation améliorées, se propagèrent également le long de ces routes, modifiant les régimes alimentaires et les économies rurales. Ces échanges technologiques étaient rarement le résultat de transferts officiels ou organisés. Plus souvent, ils se produisaient par l'observation et l'imitation. Un artisan chinois remarquait un objet en verre romain et tentait de reproduire cette technique inconnue. Un fermier d'Asie centrale essayait de cultiver ces étranges grains venus de l'Ouest. Ces innombrables expérimentations, pour la plupart non documentées, constituaient le véritable moteur de la diffusion technologique. La route de la soie transportait également un élément invisible mais crucial, les maladies. Les mêmes caravanes qui apportaient des soieries et des épices pouvaient aussi transporter des agents pathogènes contre lesquels les populations locales n'avaient aucune immunité. La peste bubonique, qui ravagea l'Europe au XIVe siècle sous le nom de peste noire, tuant un tiers de sa population, aurait voyagé le long de la route de la soie depuis ses foyers en Asie centrale. Ces échanges involontaires eurent des conséquences démographiques et politiques profondes, modifiant parfois radicalement l'équilibre des pouvoirs régionaux. Des civilisations entières pouvaient s'effondrer face à ces ennemis microscopiques, créant des vides que de nouvelles puissances s'empressaient de combler. L'histoire de la route de la soie ne peut être comprise sans prendre en compte ces transferts biologiques qui accompagnaient silencieusement le commerce. Pour ceux qui s'aventuraient sur ces chemins, le voyage était une expérience transformative. Peu importe la préparation, rien ne pouvait vraiment préparer un voyageur à l'immensité du désert de Taklamakan, où les dunes de sable s'étendaient jusqu'à l'horizon, se modifiant constamment sous l'action des vents. Dans cet environnement impitoyable, où les températures pouvaient passer de 40 degrés le jour à 0 la nuit, une erreur de navigation signifiait une mort certaine. Les récits de voyageurs nous ont laissé des descriptions saisissantes de ces expériences. Ils parlent des mirages qui tourmentèrent les hommes assoiffés, leur faisant voir des lacs et des rivières qui se transformaient en sable à leur approche. Ils décrivent les tempêtes de sable qui pouvaient ensevelir une caravane entière en quelques heures. Ils évoquent l'angoisse de voir les réserves d'eau diminuer alors que le prochain oasis semblait s'éloigner sans cesse. Ces voyageurs devaient composer avec un paradoxe fondamental. Pour des raisons de sécurité, il était préférable de suivre des routes établies. Mais ces mêmes routes étaient souvent surveillées par des bandits ou des fonctionnaires corrompus qui imposaient des taxes exorbitantes. S'écarter des chemins battus offrait l'espoir d'éviter ces prédateurs humains, mais augmentait considérablement les risques liés à l'environnement. La navigation elle-même posait des défis considérables. Dans les déserts et les steppes, où les repères sont rares et changeants, les voyageurs devaient se fier aux étoiles, à la position du soleil ou à des caractéristiques subtiles du paysage que seul un œil exercé pouvait discerner. Ils développèrent des systèmes sophistiqués de Kehr et d'autres marqueurs pour baliser les routes, mais ces indicateurs étaient souvent détruits par les intempéries ou délibérément altérés par ceux qui souhaitaient égarer les voyageurs pour mieux les piller. Dans les montagnes, les défis étaient différents, mais tout aussi redoutables. Les passes n'étaient ouvertes que quelques mois par an, et même pendant cette période, des tempêtes soudaines pouvaient rendre les sentiers impraticables. Les voyageurs devaient calculer précisément leur progression pour éviter de se retrouver bloqués par les premières neiges, ce qui signifiait souvent un hivernage forcé dans des conditions précaires. Les sources d'eau constituaient la préoccupation constante des voyageurs. Les puits et les oasis étaient des points stratégiques
dont la connaissance était précieusement gardée. Certaines sources contenaient des minéraux qui les rendaient toxiques pour les humains ou les animaux. D'autres étaient fiables pendant certaines saisons, mais s'asséchaient à d'autres moments. Les caravanes transportaient des pilotes du désert, des guides spécialisés dont la principale compétence était une connaissance encyclopédique des points d'eau. Malgré ces dangers, les témoignages des voyageurs évoquent aussi la beauté saisissante de ces paysages extrêmes. Ils décrivent les levées de soleil spectaculaires sur les montagnes du Pamir, où la lumière transformait les neiges éternelles en un kaléidoscope de couleurs. Ils s'émerveillent devant les nuits dans le désert, où l'absence de pollution lumineuse révélait un ciel d'une profondeur inimaginable pour les habitants des villes. Ils évoquent l'émotion ressentie à la vue d'un oasis après des jours de traversée désertique, ces îlots de verdure qui semblaient des miracles dans l'océan de sable. Pour beaucoup, ce voyage était aussi une expérience spirituelle. Confrontés quotidiennement à leur propre mortalité, isolés dans des espaces immenses qui réduisaient l'humain à une insignifiance totale, nombreux étaient ceux qui trouvaient dans ces voyages une forme de transcendance. Les récits de conversion religieuse sur la route de la soie sont nombreux, comme si l'expérience même du voyage créait une ouverture à de nouvelles formes de spiritualité. Les voyageurs développaient également une relation particulière avec leurs animaux, en particulier les chameaux qui étaient bien plus que de simples moyens de transport. Ces créatures robustes et intelligentes pouvaient ressentir l'eau à des kilomètres de distance, percevoir l'approche des tempêtes avant les humains et retrouver leur chemin dans des conditions où toute orientation semblait impossible. Un bon chameau valait littéralement son pesant d'or, et la mort d'un de ces animaux était non seulement une perte économique majeure, mais aussi une tragédie personnelle pour son propriétaire. Cette vie itinérante créait des cultures distinctes. Les caravaniers développèrent leurs propres traditions, superstitions, chansons et récits qui reflétaient leur existence nomade. Ils avaient leurs propres rites pour conjurer les dangers du voyage. Des offrandes aux esprits du désert ou des montagnes, des amulettes protectrices, des prières spécifiques à réciter à certains passages particulièrement périlleux. Ces pratiques syncrétiques mélangeaient souvent des éléments de différentes religions, créant des formes de spiritualité uniques à ces communautés mobiles. Le long de ces routes se développa également un riche folklore, des récits de villes englouties par les sables pour avoir offensé les dieux, d'esprits du désert qui égaraient les voyageurs, de créatures monstrueuses hantant les régions les plus isolées. Ces histoires n'étaient pas de simples divertissements. Elles codifiaient des connaissances pratiques sur les dangers réels du voyage et les moyens de les éviter. Un récit sur un démon qui attirait les voyageurs hors de la route pouvait en réalité avertir des dangers des mirages ou des raccourcis tentants mais trompeurs. Pour ceux qui parvenaient à survivre à ces épreuves, l'arrivée dans une ville oasis comme Dunhuang, Turfan ou Samarcande offrait un contraste saisissant. Après des semaines ou des mois de solitude et de privation, ces centres urbains cosmopolites, avec leurs marchés animés, leurs bains publics et leurs maisons de thé, apparaissaient comme des paradis terrestres. Ces villes oasis n'étaient pas de simples étapes sur un long voyage. Elles étaient des destinations en elles-mêmes, des centres commerciaux et culturels où les marchandises pouvaient être stockées, vendues ou échangées contre d'autres produits. Certains marchands ne voyageaient jamais au-delà de ces centres régionaux, se spécialisant plutôt dans le commerce intermédiaire entre les différentes sections de la route de la soie. La ville de Dunhuang, située à la jonction des routes nord et sud, contournant le désert de Taklamakan, illustre parfaitement ce rôle crucial. Nichée entre le désert et les montagnes, cette oasis devint non seulement un centre commercial majeur, mais aussi un foyer culturel et religieux extraordinaire. Les grottes de Mogao, un complexe de temples bouddhistes creusés dans la falaise entre le IVe et le XIVe siècle, abritent certains des plus beaux exemples d'art bouddhique au monde, témoignant de l'extraordinaire prospérité générée par le commerce. Ces villes oasis étaient gouvernées par une logique économique et politique particulière.
Dépendantes du commerce pour leur survie, elles développèrent des institutions et des pratiques favorables aux échanges. Protection juridique des marchands étrangers, facilité de stockage et de crédit, interprète officiel, système d'arbitrage. Pour résoudre les différends commerciaux, leurs dirigeants comprirent rapidement que leur pouvoir dépendait moins de la conquête militaire que de leur capacité à attirer et à faciliter le commerce. Cette dépendance créait cependant une vulnérabilité. Lorsque les routes commerciales changeaient, souvent pour des raisons politiques plutôt que géographiques, ces villes pouvaient connaître un déclin rapide et dramatique. L'histoire de la route de la soie est jonchée de cités autrefois prospères qui furent abandonnées et englouties par le désert lorsque le flux commercial se détourna d'elles. Pour un marchand ou un voyageur qui parvenait à l'une des extrémités de la route de la soie, après avoir traversé ces immenses distances, le choc culturel devait être considérable. Imaginez un marchand sogdien arrivant pour la première fois à Chang'an, la capitale chinoise. Après des mois de voyage à travers des paysages désolés, il se retrouvait soudain dans une métropole planifiée de plus d'1 million d'habitants, avec ses rues parfaitement alignées, ses palais imposants et ses marchés spécialisés. Les odeurs, les sons, les coutumes, tout lui était étranger, créant une expérience d'altérité totale. De même, un diplomate chinois atteignant Constantinople, la capitale byzantine, aurait été stupéfait par cette ville si différente des cités chinoises, avec ses dômes et ses mosaïques dorées, ses forums bruyants et ses imposantes murailles. Les récits de ces premières rencontres nous ont laissé des témoignages précieux sur la façon dont ces civilisations se percevaient mutuellement, souvent avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. Ces rencontres interculturelles étaient rarement simples. Les malentendus étaient fréquents, parfois avec des conséquences graves. Un geste anodin dans une culture pouvait être considéré comme un affront mortel dans une autre. Des concepts fondamentaux comme l'honneur, la propriété ou l'autorité pouvaient avoir des significations radicalement différentes. Naviguer dans ces différences culturelles exigeait une sensibilité et une adaptabilité exceptionnelles. Pour faciliter ces interactions, des personnages particuliers émergèrent, les intermédiaires culturels. Ces individus, souvent issus de communautés diasporiques comme les Sogdiens, les Juifs ou plus tard les Arméniens, maîtrisaient plusieurs langues et comprenaient les codes culturels de différentes civilisations. Ils servaient non seulement d'interprètes linguistiques, mais aussi de traducteurs culturels, expliquant les coutumes, les attentes et les tabous d'une société à l'autre. Ces intermédiaires jouèrent un rôle crucial dans la stabilisation des relations commerciales à longue distance. Leur expertise permettait d'éviter les conflits causés par des malentendus culturels et d'établir des protocoles de négociation acceptables pour toutes les parties. Sans leur médiation, il est probable que de nombreux contacts initiaux auraient dégénéré en conflits plutôt qu'en relations commerciales durables. L'un des aspects les plus fascinants de ces rencontres interculturelles était la façon dont elles obligeaient chaque civilisation à se voir à travers les yeux de l'autre. Les Chinois, habitués à considérer leur empire comme le centre du monde civilisé, devaient là soudain reconnaître l'existence d'autres sociétés sophistiquées avec leurs propres accomplissements impressionnants. Les Romains, tout aussi convaincus de leur supériorité culturelle, découvraient des technologies et des arts qui dépassaient leurs propres capacités. Cette confrontation à l'altérité provoquait souvent une réévaluation des certitudes culturelles. Des textes chinois de la dynastie Tang montrent une curiosité croissante pour les coutumes étrangères, qu'il s'agisse des techniques culinaires persanes ou des pratiques médicales indiennes. À Rome, puis à Constantinople, l'admiration pour la soie chinoise s'étendit à d'autres aspects de la culture orientale, comme la philosophie ou l'astronomie. Mais ces rencontres pouvaient aussi provoquer des réactions défensives. Face à l'influence croissante des idées étrangères, des mouvements conservateurs émergeaient périodiquement, appelant à un retour aux vraies valeurs nationales et rejetant les corruptions importées. Ces tensions entre ouverture et fermeture, cosmopolitisme et traditionnalisme,
rythmèrent l'histoire de la route de la soie, avec des périodes d'échanges intenses alternant avec des phases de repli. Parmi les nombreuses marchandises qui circulaient sur la route de la soie, certaines eurent un impact particulièrement profond sur les sociétés qui les recevaient. La soie elle-même, bien sûr, transforma les habitudes vestimentaires des élites occidentales. À Rome, cette étoffe légère et brillante devint si populaire que des lois somptuaires furent édictées pour limiter son usage. Le Sénat s'inquiétant de voir l'or de l'Empire s'écouler vers l'Est en échange de ce luxe efféminé. Le papier, introduit en Occident via le monde islamique, révolutionna la diffusion du savoir, rendant les livres beaucoup plus abordables que les coûteux parchemins. Cette démocratisation de l'écrit contribua à l'essor intellectuel du monde musulman médiéval, puis plus tard à la Renaissance européenne. Sans le papier, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle n'aurait pas eu l'impact révolutionnaire qu'on lui connaît. Les épices, autre catégorie majeure de marchandises de luxe, transformèrent profondément les cuisines. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle, la muscade, souvent associés aux Indes ou aux îles aux épices, les Moluques, voyageaient en partie par la route de la soie. Ces ingrédients, valorisés initialement pour leurs propriétés médicinales supposées, devinrent des marqueurs de statut social, puis progressivement des éléments ordinaires des cuisines régionales. Mais l'impact le plus profond et le plus durable fut peut-être celui des idées religieuses qui se propagèrent le long de ces routes commerciales. Le bouddhisme, en particulier, illustre ce phénomène. Né en Inde, il commença à pénétrer en Chine au 1er siècle de notre ère, porté à la fois par des moines missionnaires et par des marchands convertis. Initialement perçu comme une curiosité étrangère, il s'adapta progressivement à la culture chinoise, intégrant des éléments du confucianisme et du taoïsme pour créer des formes distinctivement chinoises de pratiques bouddhiques. L'impact du bouddhisme sur la culture chinoise fut immense. Il introduisit de nouvelles conceptions philosophiques, comme celle du karma et de la réincarnation, de nouveaux idéaux éthiques centrés sur la compassion universelle, de nouvelles pratiques comme la méditation formelle. Il transforma également l'art chinois, introduisant de nouvelles iconographies et techniques artistiques inspirées de l'Inde et de l'Asie centrale. Le nestorianisme, une branche orientale du christianisme, suivit un chemin similaire, atteignant la Chine au 7e siècle. Bien qu'il n'ait jamais atteint la popularité du bouddhisme, il établit des communautés durables, surtout parmi les marchands étrangers. La célèbre stèle nestorienne de Xi'an, datant de 781, témoigne de cette présence chrétienne précoce en Chine et des efforts d'adaptation de cette religion à la culture locale. Plus tard, l'islam emprunta également la route de la soie pour se propager en Chine et en Asie centrale. Des marchands arabes et persans établirent des communautés musulmanes dans les villes commerciales chinoises. À terme, des régions entières comme le Xinjiang actuel se convertiraient à l'islam, créant une diversité religieuse au sein même de l'Empire chinois qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Ces échanges religieux n'étaient pas unidirectionnels. Si les religions étrangères influençaient les cultures locales, elles étaient elles-mêmes transformées par ce contact. Le bouddhisme qui atteignit la Chine n'était pas celui qui repartit vers l'Asie centrale et le Tibet. Chaque transmission impliquait une réinterprétation, une adaptation aux sensibilités locales, créant un patchwork complexe de variantes religieuses le long de la route de la soie. Cette propagation des idées religieuses s'accompagnait souvent de transferts artistiques et technologiques. Les temples bouddhiques de Dunhuang ou de Kizil présentent un fascinant mélange d'influences indiennes, persanes, hellénistiques et chinoises. Les techniques de peinture, de sculpture, d'architecture voyageaient avec les concepts religieux, créant des formes artistiques syncrétiques d'une extraordinaire richesse. L'art religieux servait souvent de vecteur pour d'autres formes de connaissances. Les peintures bouddhiques, par exemple, ne transmettèrent pas seulement des concepts spirituels, mais aussi des informations sur les vêtements, les architectures, les plantes et les animaux de terre lointaine.
Elle constituait une forme d'encyclopédie visuelle pour des populations qui n'auraient jamais l'occasion de voyager physiquement sur ces routes. Cet entrelacement du commerce, de la religion et de l'art caractérise l'histoire de la route de la soie. Les marchands n'étaient pas de simples transporteurs de biens matériels, mais des agents de transmission culturelle. Les moines et les pèlerins n'étaient pas uniquement préoccupés par des questions spirituelles, mais participaient activement aux échanges intellectuels et artistiques. Les artistes ne créaient pas dans un vide culturel, mais répondaient aux influences et aux demandes d'un marché international. Cette circulation constante des personnes, des biens et des idées créa progressivement une forme de culture partagée le long de la route de la soie. Malgré les énormes distances et les différences linguistiques et politiques, certains éléments culturels devinrent communs à toute cette région. Des motifs artistiques, des pratiques culinaires, des techniques artisanales, des conceptions architecturales. Un voyageur traversant ces espaces aurait pu reconnaître ces éléments familiers, comme des points d'ancrage dans un monde par ailleurs étranger. Cette culture partagée ne signifiait pas uniformité. Au contraire, l'une des caractéristiques les plus remarquables de la route de la soie était sa capacité à favoriser à la fois l'échange et la diversité culturelle. Chaque région, chaque communauté adaptait les influences extérieures à ses propres traditions, créant des variations locales distinctives tout en participant à un réseau d'échanges plus large. L'escalade des échanges le long de la route de la soie ne fut pas un processus régulier et continu, mais plutôt une série de vagues marquées par des avancées spectaculaires suivies de périodes de repli. La dynamique de ces cycles était façonnée par des facteurs politiques autant qu'économiques, les grandes puissances impériales jouant un rôle crucial dans l'ouverture ou la fermeture des routes commerciales. La période qui s'étend du 1er au 3e siècle de notre ère marque la première grande floraison des échanges transcontinentaux. Du côté occidental, l'Empire romain avait établi la Pax Romana, une période de paix relative qui s'étendait de la Bretagne à la Mésopotamie. À l'est, la dynastie Han en Chine connaissait une phase d'expansion et de stabilité similaire. Entre les deux, l'Empire parthe puis sassanide contrôlait l'Iran et la Mésopotamie, formant un pont crucial entre Orient et Occident. Cette configuration politique favorable permit une intensification sans précédent des échanges. Des objets chinois atteignirent Rome en quantité significative, tandis que des monnaies romaines ont été retrouvées jusqu'en Chine. Le géographe Ptolémée, travaillant à Alexandrie au IIe siècle, put inclure dans sa géographie des informations relativement précises sur l'Asie centrale et même la Chine, indiquant l'existence de connaissances géographiques partagées sur de vastes distances. Cette première période florissante fut suivie d'un déclin marqué au IIIe siècle, lorsque l'Empire romain entra dans une phase de crise politique et économique et que la dynastie Han s'effondra, plongeant la Chine dans une période de division. Le commerce ne s'arrêta pas complètement, mais son volume diminua considérablement et ses routes devinrent plus dangereuses. Une nouvelle phase d'expansion commença au VIe siècle avec la consolidation de l'Empire byzantin en Méditerranée orientale, la réunification de la Chine sous la dynastie Sui, puis Tang, et l'émergence de l'Empire sassanide comme puissance régionale en Iran. Cette configuration créa à nouveau les conditions d'une intensification des échanges commerciaux et culturels. La dynastie Tang, 618 à 907, représente peut-être l'apogée de la route de la soie classique. Sous cette dynastie, la Chine connut une période d'ouverture extraordinaire aux influences extérieures. La capitale Chang'an devint la plus grande ville du monde, abritant des communautés de marchands sogdiens, persans, arabes, turcs, indiens et même quelques Européens. Les rues de la ville résonnaient d'une multitude de langues, et ces marchés offraient des produits venus des 4 coins du monde connu. Cette cosmopolitisation de la société chinoise se reflétait dans tous les aspects de la culture. La mode s'inspirait de styles centra-asiatiques, avec des robes ajustées et des bottes de cavalier remplaçant les traditionnelles robes amples et les chaussures de soie.
La cuisine intégrait des ingrédients étrangers comme le sésame, la coriandre ou les noix. La musique incorporait des instruments et des modes mélodiques venus de l'Ouest. Même les sports changèrent, avec l'adoption du polo, un jeu originaire de Perse qui devint une passion à la cour impériale. L'art de l'époque. Tang témoigne éloquemment de cette ouverture culturelle. Les fameuses figurines de terre cuite découvertes dans les tombes de cette période représentent souvent des étrangers, marchands barbus à l'allure occidentale, musiciens d'Asie centrale, danseurs et acrobates aux traits exotiques. Ces œuvres montrent une société non seulement habituée à la présence étrangère, mais fascinée par elle. Cette ouverture ne se limitait pas aux élites. Des découvertes archéologiques montrent que même dans des villes provinciales, loin des grands centres commerciaux, on trouvait des objets et des influences d'origine étrangère. Le bouddhisme, désormais fermement établi en Chine, créait un cadre conceptuel commun qui facilitait les échanges intellectuels avec l'Inde et l'Asie centrale. Du côté occidental, le 7e siècle vit l'émergence d'une nouvelle puissance qui allait profondément transformer la géographie politique et commerciale de la route de la soie, le califat islamique. En quelques décennies, les armées arabes conquirent un territoire s'étendant de l'Espagne à l'Indus, créant pour la première fois une entité politique unifiant presque tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette expansion islamique ne perturba pas les routes commerciales. Elle les sécurisa et les renforça. Les califes omeyyades puis abbassides encouragèrent activement le commerce, comprenant son importance économique et stratégique. Ils établirent des institutions comme les caravansérails, lieux d'hébergement sécurisés pour les marchands, et développèrent des instruments financiers sophistiqués comme la lettre de change, sak, à l'origine du mot chèque, qui facilitait les transactions sur de longues distances. Bagdad, fondée en 762 comme capitale abbasside, devint rapidement le centre d'un réseau commercial s'étendant de la Méditerranée à l'Inde et la Chine. Les marchands musulmans établirent des communautés permanentes jusqu'en Chine, où la plus ancienne mosquée, celle de Xi'an, date de cette période. Ces communautés servaient non seulement d'agents commerciaux, mais aussi de transmetteurs culturels, introduisant en Chine des connaissances scientifiques, philosophiques et artistiques du monde islamique. Cette période vit également l'émergence de la culture marchande sogdienne, qui joua un rôle central dans le commerce de la route de la soie. Les Sogdiens, peuple iranien établi dans l'actuel Ouzbékistan et Tadjikistan, développèrent un réseau commercial extraordinairement étendu. Des documents découverts à Dunhuang et dans d'autres sites révèlent l'existence d'une diaspora sogdienne s'étendant de Constantinople à Shangan, avec des communautés marchandes interconnectées qui partageaient informations, crédits et protection. Les Sogdiens excellaient dans le rôle d'intermédiaires culturels. Polyglottes par nécessité commerciale, ils servaient d'interprètes, de guides et de médiateurs entre les différentes civilisations. Leur importance était telle que le sogdien devint pendant un temps la lingua franca du commerce centra-asiatique. Et des mots sogdiens, pour désigner certaines marchandises ou pratiques commerciales, furent adoptés dans diverses langues le long de la route de la soie. L'importance économique de ces échanges est difficile à surestimer. Pour la Chine des Tang, les taxes sur le commerce extérieur représentaient une source majeure de revenus pour l'État. Des bureaux spécialisés furent créés pour réguler et taxer ce commerce, avec des fonctionnaires chargés d'évaluer la qualité des marchandises importées et de déterminer les droits de douane appropriés. De même, dans le monde islamique, le commerce international générait une richesse considérable qui finançait non seulement le luxe des cours califales, mais aussi des infrastructures publiques comme les bibliothèques, les hôpitaux et les universités. La Maison de la Sagesse, Bay al-Hikma, à Bagdad, centre de traduction et de recherche où des œuvres grecques, persanes, indiennes et même chinoises étaient traduites en arabe, était indirectement financée par les revenus de ce commerce. Cette période d'intensification des échanges connut cependant des crises périodiques. La plus notable fut peut-être la rébellion d'An Lushan, qui éclata en Chine
en 755 et dura 8 ans. Cette guerre civile dévastatrice affaiblit considérablement la dynastie Tang et perturba gravement les routes commerciales. Le nombre de marchands étrangers en Chine diminua sensiblement, et certaines communautés étrangères, comme les Sogdiens, furent spécifiquement ciblées pendant les violences, accusées de sympathiser avec les rebelles. Malgré ces perturbations, le commerce reprit progressivement dans les décennies suivantes, mais avec des changements significatifs. La Chine des Tang tardifs adopta une attitude plus méfiante envers les influences étrangères. Des édits impériaux restreignirent les activités des marchands non chinois et imposèrent un contrôle plus strict sur le commerce extérieur. Cette tendance au repli s'accentua après la chute des Tang en 907 et pendant la période des 5 dynasties et des 10 royaumes qui suivit, marquée par une instabilité politique chronique en Chine. Parallèlement, le monde islamique connaissait ses propres transformations. L'unité politique du califat abbasside s'effritait progressivement, avec l'émergence de dynasties régionales comme les Samanides en Transoxiane ou les Fatimides en Égypte. Ces fragmentations politiques ne mirent pas fin au commerce, mais le rendirent plus complexe, les marchands devant désormais négocier avec une multitude de pouvoirs locaux plutôt qu'avec une autorité centrale. Une nouvelle dynamique émergea avec la montée en puissance des peuples turcs d'Asie centrale, en particulier les Ouïghours. Initialement nomades, les Ouïghours se sédentarisèrent progressivement et s'engagèrent activement dans le commerce de la route de la soie. Le royaume de Kosho, dans l'actuel Xinjiang, devint un centre commercial et culturel majeur, où bouddhisme, manichéisme et plus tard islam coexistaient dans une remarquable diversité religieuse. La période qui va du Xe au XIIIe siècle vit une reconfiguration majeure des réseaux commerciaux. Côté chinois, la dynastie Song, qui régna de 960 à 1279, développa une économie commerciale sophistiquée, avec l'invention du papier-monnaie, l'essor de la banque et des formes précoces de sociétés par action. Mais les Song ne contrôlèrent pas les territoires du nord-ouest, cruciaux pour les routes terrestres de la soie, qui étaient aux mains des Liao puis des Jin, des dynasties d'origine non chinoise. Cette configuration poussa les Song à développer le commerce maritime comme alternative aux routes terrestres bloquées ou incertaines. Les ports du sud de la Chine, comme Quanzhou et Guangzhou, Canton, devinrent des centres majeurs du commerce international. La technologie navale chinoise progressa considérablement, avec la construction de navires de haute mer capables de transporter d'importantes cargaisons sur de longues distances. Cette route de la soie maritime reliait la Chine à l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Moyen-Orient et même la côte est africaine. Des communautés marchandes chinoises s'établirent dans des ports comme Malacca, Palembang ou Calicut. De même, des marchands arabes, persans et indiens fondèrent des quartiers permanents dans les villes portuaires chinoises, créant des enclaves cosmopolites similaires à celles qui avaient existé à Chang'an sous les Tang. Le développement de ces routes maritimes ne signifiait pas l'abandon des routes terrestres, qui continuaient à fonctionner, parfois avec des volumes réduits, parfois avec un regain d'activité selon les conditions politiques. Les deux systèmes étaient complémentaires plutôt que concurrents, certaines marchandises étant mieux adaptées au transport terrestre, d'autres au transport maritime. Cette période vit également l'émergence d'un nouvel acteur majeur dans le commerce eurasiatique, Venise. Positionnée stratégiquement entre l'Europe occidentale et le Levant, la Cité des Lagunes développa un empire commercial basé sur le contrôle des routes maritimes en Méditerranée. Les marchands vénitiens établirent des comptoirs à Constantinople, Alexandrie, Acre et d'autres ports levantins, d'où ils importaient les marchandises orientales pour les redistribuer en Europe. L'essor de Venise illustre un phénomène plus large, l'entrée progressive de l'Europe occidentale dans les réseaux commerciaux eurasiatiques. Longtemps marginale dans ces échanges, l'Europe commençait à y jouer un rôle plus actif, stimulée par une croissance démographique et économique qui augmentait la demande pour les produits de luxe orientaux. Cet équilibre complexe
fut brutalement bouleversée au XIIIe siècle par un événement qui allait transformer radicalement la géographie politique de l'Eurasie, l'émergence de l'Empire mongol. À partir de 1206, Gengis Khan et ses successeurs créèrent en quelques décennies le plus vaste empire terrestre continu que le monde ait jamais connu, s'étendant de la Corée à l'Europe orientale, englobant la Chine, l'Asie centrale, l'Iran et la Russie. Contrairement à l'image souvent véhiculée de destructeurs barbares, les Mongols furent aussi de remarquables constructeurs d'empires qui comprirent rapidement l'importance du commerce pour la prospérité et la stabilité de leur territoire. Une fois passée la phase de conquête, souvent brutale, ils établirent un système administratif efficace qui sécurisa les routes commerciales sur une échelle sans précédent. Ce que l'on appelle parfois la Pax Mongolica créa pour la première fois une continuité politique sur presque toute la longueur de la route de la soie. Un marchand pouvait théoriquement voyager de Venise à Pékin sans quitter les territoires sous domination mongole ou de leurs vassaux. Les Mongols investirent dans les infrastructures nécessaires au commerce. Routes, ponts, systèmes de relais postaux et surtout caravansérails où les marchands pouvaient trouver refuge, nourriture et protection. Le système de communication mongol, le YAM, était particulièrement remarquable. Composé de stations de relais espacées d'environ 30 à 40 km, il permettait aux messagers et aux diplomates de parcourir jusqu'à 300 km par jour, une vitesse extraordinaire pour l'époque. Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien qui servit à la cour de Kubilai Khan dans les années 1270 à 1295, décrivit avec émerveillement l'efficacité de ce système qui, selon ses dires, permettait à l'empereur de recevoir des nouvelles de lieux distants en seulement quelques jours. Ce sont précisément des aventuriers comme Marco Polo qui illustrent le mieux cette nouvelle phase de la route de la soie. Si des marchands parcouraient ces routes depuis des siècles, c'est seulement sous la domination mongole que des voyageurs occidentaux purent traverser l'Eurasie dans toute sa longueur et documenter leur voyage. Outre Marco Polo, des missionnaires comme Jean de Plancarpin et Guillaume de Rebrouck nous ont laissé des récits détaillés de leur voyage, offrant aux Européens leur première description directe de l'Asie centrale et de la Chine. Ces récits de voyage eurent un impact profond sur l'imaginaire européen. Les descriptions des villes chinoises par Marco Polo, avec leurs ponts de pierre, leurs palais aux toits dorés et leur système d'approvisionnement en eau, semblaient fantastiques à ses contemporains. Son évocation des richesses de Cathay, la Chine, et de Cipango, le Japon, alimenta pendant des siècles les rêves européens d'Orient, inspirant directement Christophe Colomb dans sa quête d'une route occidentale vers l'Asie. L'unification mongole favorisa non seulement la circulation des personnes et des biens, mais aussi celle des idées et des techniques. Des innovations chinoises comme l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole se diffusèrent vers l'ouest, contribuant à transformer l'Europe médiévale. Dans l'autre sens, des connaissances occidentales en astronomie, cartographie et médecine atteignirent la Chine. Cette période vit également une intensification sans précédent des échanges scientifiques entre le monde islamique et la Chine, particulièrement dans des domaines comme l'astronomie et les mathématiques. Des savants persans comme Jamal al-Din travaillèrent à l'Observatoire impérial de Pékin, apportant avec eux des instruments et des méthodes développées dans le monde musulman. Dans le domaine artistique, l'influence mongole créa ce que certains historiens appellent le premier style véritablement international. Des motifs décoratifs d'origine chinoise comme les dragons et les lotus apparaissaient sur des céramiques persanes, tandis que des techniques picturales islamiques influençaient la peinture chinoise. Cette fusion esthétique témoigne d'une circulation inédite des goûts et des sensibilités artistiques. Les échanges religieux s'intensifièrent également. Des communautés chrétiennes nestoriennes existaient en Chine depuis des siècles, mais l'unification mongole permit l'arrivée des premiers missionnaires catholiques. Des églises, des mosquées et des temples bouddhistes coexistaient dans les villes sous domination mongole, créant un pluralisme religieux remarquable.
L'échange le plus mortifère de cette période fut sans doute la peste noire, qui ravagea l'Eurasie au milieu du XIVe siècle. Originaire probablement des steppes d'Asie centrale, elle se propagea rapidement le long des routes commerciales, décimant les populations d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe. On estime qu'elle tua entre un tiers et la moitié de la population européenne entre 1347 et 1351. Cette catastrophe démographique illustre le revers de la mondialisation médiévale. L'intensification des contacts humains facilitait non seulement les échanges bénéfiques, mais aussi la propagation des maladies. Les mêmes routes qui transportèrent la soie, les épices et les idées véhiculaient aussi des agents pathogènes contre lesquels les populations locales n'avaient aucune immunité. La Pax Mongolica commença à s'effriter dès la fin du XIIIe siècle avec la fragmentation de l'empire en khanats rivaux. Au milieu du XIVe siècle, le déclin était évident, accéléré par des crises internes et par l'impact dévastateur de la peste noire. En Chine, la dynastie Yuan d'origine mongole fut renversée en 1368 par la dynastie Ming, qui adopta initialement une politique plus isolationniste. Cette fragmentation politique ne mit pas fin à la route de la soie, mais en modifia profondément la dynamique. Les routes terrestres devinrent plus dangereuses et imprévisibles, renforçant l'importance des routes maritimes. La Méditerranée orientale redevint une zone de fracture géopolitique, disputée entre puissances musulmanes et chrétiennes, compliquant les échanges Est-Ouest. Paradoxalement, c'est au moment où la route de la soie terrestre traditionnelle commençait à décliner que son existence entrait véritablement dans la conscience européenne, à travers les récits de voyageurs comme Marco Polo. Ces récits, combinés aux difficultés croissantes du commerce terrestre, stimulèrent la recherche de routes alternatives vers l'Asie. La fin du XVe siècle marque un tournant décisif dans l'histoire des échanges eurasiatiques. En 1488, Bartholomew Dias contourna le cap de Bonne-Espérance, ouvrant une route maritime directe entre l'Europe et l'océan Indien. 10 ans plus tard, Vasco de Gama atteignit l'Inde par cette route, établissant les premières connexions commerciales directes entre l'Europe et l'Asie du Sud sans intermédiaires moyen-orientaux. Simultanément, Christophe Colomb, cherchant une route occidentale vers l'Asie, découvrit accidentellement les Amériques en 1492. Cette découverte, initialement considérée comme un échec puisque l'objectif était d'atteindre les marchés asiatiques, allait transformer radicalement la géographie commerciale mondiale. L'ouverture de ces nouvelles routes maritimes n'entraîna pas une disparition immédiate de la route de la soie terrestre, qui continua à fonctionner notamment pour le commerce régional en Asie centrale. Mais progressivement, le centre de gravité du commerce mondial se déplaça des routes terrestres eurasiatiques vers les routes océaniques, et des puissances comme Venise et l'Empire ottoman vers les nouvelles puissances maritimes que furent d'abord le Portugal et l'Espagne, puis les Pays-Bas et l'Angleterre. Ce déclin de la route de la soie terrestre fut accéléré par des changements politiques majeurs en Asie. La dynastie Ming en Chine, après une brève période d'exploration maritime sous l'amiral Zheng He au début du XVe siècle, adopta une politique plus restrictive vis-à-vis du commerce extérieur. Sans être totalement isolationniste, elle imposa un système de commerce tributaire qui limitait les échanges à des missions officielles. En Asie centrale, la fragmentation politique qui suivit le déclin mongol créa une instabilité chronique peu propice au commerce à longue distance. Des États comme le Khanat de Bukhara ou celui de Khiva continuaient à prospérer grâce au commerce régional, mais ne pouvaient assurer la sécurité des routes sur de longues distances comme l'avait fait l'Empire mongol. Au Moyen-Orient, la montée en puissance de l'Empire ottoman, qui conquit Constantinople en 1453 et s'empara rapidement des principales routes commerciales terrestres vers l'Asie, créa un nouvel intermédiaire puissant entre l'Europe et l'Orient. Les Ottomans tentèrent de maintenir leur contrôle sur le commerce des épices et de la soie, mais furent progressivement contournés par les nouvelles routes maritimes. Ces évolutions géopolitiques s'accompagnèrent de transformations économiques profondes. Le développement des compagnies commerciales européennes, comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales,
fondée en 1602, ou la Compagnie anglaise des Indes orientales, fondée en 1600, introduisit de nouvelles formes d'organisation du commerce international basées sur le capital-action et le soutien étatique. Ces compagnies disposaient de ressources financières et militaires sans précédent. Elles pouvaient armer des flottes entières, établir des comptoirs fortifiés et même mener des guerres contre des puissances locales. Cette fusion du commercial et du militaire, caractéristique du premier colonialisme européen, contrastait fortement avec l'organisation traditionnelle du commerce sur la route de la soie, généralement basée sur des réseaux de marchands individuels ou de petites associations. L'autre grande transformation fut l'intégration des Amériques dans les réseaux commerciaux mondiaux. L'afflux massif d'argent américain vers l'Europe, puis vers l'Asie, notamment la Chine qui l'utilisait pour son système monétaire, modifia profondément les équilibres économiques. Parallèlement, de nouveaux produits agricoles américains comme la pomme de terre, le maïs ou la tomate transformèrent les régimes alimentaires eurasiatiques. Malgré ces bouleversements, certaines sections de l'ancienne route de la soie continuèrent à fonctionner, particulièrement pour le commerce régional. Les caravanes de chameaux traversaient encore les déserts d'Asie centrale, transportant des marchandises entre la Chine, l'Inde, la Perse et la Russie. Certaines villes comme Bukhara, Samarcande ou Kashgar conservèrent leur importance comme centres commerciaux régionaux. Des voyageurs européens continuaient occasionnellement à emprunter ces routes terrestres, souvent pour des raisons diplomatiques ou scientifiques plutôt que commerciales. Leurs récits, comme ceux du jésuite Matteo Ricci, qui atteignit Pékin en 1598, ou de l'explorateur russe Nikolaï Przhevalski au XIXe siècle, perpétuaient dans l'imaginaire occidental la fascination pour ces anciennes routes, mais incontestablement, le rôle de la route de la soie comme artère principale du commerce mondial était révolu. Les volumes échangés sur les routes maritimes dépassèrent rapidement ceux des routes terrestres. Les produits autrefois transportés par caravane, soie, épices, porcelaine, voyageaient désormais dans les cales des navires européens qui contournaient l'Afrique ou traversèrent le Pacifique. Cette marginalisation des routes terrestres eurasiatiques eut des conséquences dramatiques pour les régions qui avaient prospéré grâce à ce commerce. Des villes autrefois florissantes périclitèrent. Des routes commerciales furent abandonnées, des communautés marchandes disparurent. L'Asie centrale, en particulier, entra dans une période de déclin relatif, perdant progressivement son rôle de carrefour commercial au profit des puissances maritimes périphériques. La dernière grande phase de l'histoire de la route de la soie fut marquée par la compétition impérialiste du XIXe siècle. La Russie tsariste, en expansion vers le sud et l'est, et l'Empire britannique, solidement implanté en Inde, s'engagèrent dans ce qu'on appela le Grand Jeu, une rivalité géopolitique pour le contrôle de l'Asie centrale. Cette compétition impériale raviva paradoxalement l'intérêt pour les anciennes routes commerciales. Des explorateurs, des géographes, des archéologues au service des puissances coloniales parcouraient l'Asie centrale, redécouvrant et documentant les vestiges de la route de la soie. Des figures comme Sven Hedin, Aurel Stein ou Paul Pelliot explorèrent des sites abandonnés, collectant des manuscrits, des œuvres d'art et d'autres artefacts qui enrichirent les collections des musées européens. C'est d'ailleurs à cette époque que le terme même de route de la soie, Seidenstrasse, fut inventé par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen en 1877. Cette dénomination rétrospective créait une unité conceptuelle pour des réseaux commerciaux qui n'avaient jamais fonctionné comme un système unifié et qui n'avaient pas été perçus comme tels par leurs contemporains. L'invention de ce terme coïncidait avec le développement de nouveaux moyens de transport qui transformaient radicalement la connectivité eurasiatique. Le chemin de fer, en particulier, offrait une alternative moderne aux anciennes caravanes. Le transsibérien, achevé en 1916, reliait Moscou à Vladivostok, créant une connexion terrestre rapide entre l'Europe et l'Asie orientale. D'autres projets ferroviaires, comme le chemin de fer transcaspien ou la ligne Berlin-Bagdad,
suivaient approximativement le tracé des anciennes routes commerciales. La construction de ces infrastructures modernes s'accompagnait souvent d'une rhétorique explicitement liée à la route de la soie historique. Les puissances impériales présentaient ces projets comme la renaissance ou la modernisation des anciens réseaux commerciaux, légitimant ainsi leur expansion territoriale par référence à un passé glorieux de connectivité transrégionale. Cette utilisation politique de la mémoire de la route de la soie se poursuivit au XXe siècle, notamment durant la guerre froide. L'Union soviétique, qui contrôlait une grande partie de l'Asie centrale, développa un discours sur la route de la soie qui soulignait l'unité historique de ces républiques d'Asie centrale avec la Russie, présentant le bloc soviétique comme l'héritier naturel de ces anciennes connexions commerciales. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les nouvelles républiques indépendantes d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, adoptèrent à leur tour l'héritage de la route de la soie comme élément central de leur construction identitaire nationale. Sites historiques, motifs artistiques et même noms d'entreprises ou de produits commerciaux furent associés à cet héritage prestigieux. Parallèlement, en Chine, les réformes économiques lancées par Deng Xiaoping à partir de 1978 marquèrent un tournant dans la politique d'ouverture du pays. La Chine redevenait progressivement un acteur majeur du commerce mondial, revendiquant elle aussi l'héritage de la route de la soie comme précédent historique à son engagement économique international. Ce renouveau d'intérêt culmina en 2013 lorsque le président chinois Xi Jinping annonça l'initiative « Une ceinture, une route » Yidai, Yilu, plus connu internationalement sous le nom de Belt and Road Initiative, BRI. Ce vaste programme d'investissement dans les infrastructures, explicitement présenté comme une renaissance de la route de la soie, vise à développer la connectivité terrestre et maritime entre la Chine et l'Europe, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'ampleur de cette initiative est sans précédent. Des centaines de milliards de dollars investis dans des ports, des chemins de fer, des routes, des oléoducs et des gazoducs à travers des dizaines de pays. Elle s'accompagne d'une diplomatie culturelle active qui mobilise la mémoire de la route de la soie comme symbole d'échanges pacifiques et mutuellement bénéfiques. Cette utilisation contemporaine de l'héritage de la route de la soie révèle la puissance symbolique persistante de ce réseau commercial historique. Bien au-delà de sa réalité économique, la route de la soie est devenue une métaphore des échanges interculturels, une référence pour penser la mondialisation non pas comme un phénomène récent, mais comme un processus historique de longue durée. Les conséquences à long terme de la route de la soie dépassent largement la simple sphère commerciale. Ce réseau d'échanges a profondément façonné les civilisations qu'il connectait, catalysant des transformations technologiques, culturelles et intellectuelles dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Sur le plan technologique, le transfert des innovations fut l'un des aspects les plus durables de ces échanges. La diffusion du papier, par exemple, transforma profondément les pratiques administratives, éducatives et littéraires des sociétés qui l'adoptèrent. Invention chinoise du 1er siècle, le papier atteignit le monde islamique au 8e siècle via Samarcande, où des prisonniers chinois auraient révélé les secrets de sa fabrication après la bataille de Talas en 751. Les centres de production de papier se multiplièrent rapidement dans le monde islamique. Bagdad, Damas, Le Caire, puis Fès au Maroc, d'où la technologie atteignit l'Europe au XIIe siècle. Cette diffusion fut accompagnée d'innovations constantes. Chaque région adaptait les techniques à ses matières premières et besoins locaux, améliorant progressivement le produit. L'impact de cette diffusion fut immense. Le papier, bien moins coûteux que le parchemin ou les autres supports d'écriture antérieurs, démocratisa l'accès à l'écrit. Il rendit possible la constitution de vastes bibliothèques, contribuant à l'essor intellectuel du monde islamique médiéval, puis à la Renaissance européenne. Sans le papier, l'imprimerie inventée par Gutenberg au XVe siècle
n'aurait pas eu l'effet révolutionnaire qu'on lui connaît. La poudre à canon suivit un parcours similaire. Développée en Chine probablement au IXe siècle, cette mixture de salpêtre, de soufre et de charbon de bois fut d'abord utilisée pour des feux d'artifice et des fusées rudimentaires avant d'être adaptée à des fins militaires. Via l'Asie centrale et le monde islamique, elle atteignit l'Europe au XIIIe siècle, transformant radicalement l'art de la guerre. Chaque société adapta cette technologie à ses besoins et traditions militaires. Les Européens, par exemple, développèrent particulièrement les canons en bronze et les armes à feu portatives, qui contribuèrent à la fin de l'ère des châteaux forts et des armures de chevaliers. Les conséquences politiques furent profondes, favorisant la centralisation du pouvoir autour des monarchies capables de financer ces nouvelles armes coûteuses. La transmission des connaissances agricoles fut peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi significative. De nouvelles cultures, techniques d'irrigation ou méthodes de conservation des aliments se diffusèrent le long de ces routes, transformant les régimes alimentaires et les économies rurales. La culture du coton, par exemple, originaire d'Inde, se répandit vers l'ouest jusqu'en Méditerranée et vers l'est jusqu'en Chine, devenant une culture commerciale majeure et la base d'importantes industries textiles. Des fruits comme l'abricot, dont le nom même, dérivé du latin precocum via l'arabe al-bark, témoigne de son voyage d'ouest en épuis-retour. La pêche, dont le nom latin persica révèle l'origine persane, ou des légumes comme l'aubergine, voyagèrent également sur ces routes, diversifiant l'agriculture et la cuisine des régions qu'ils atteignaient. Ces exemples technologiques et agricoles illustrent un modèle plus large de diffusion culturelle. Les éléments qui voyageaient le long de la route de la soie n'étaient jamais simplement transplantés d'une culture à l'autre. Ils étaient invariablement adaptés, modifiés, réinterprétés selon les contextes locaux. Ce processus d'appropriation créative générait non pas une homogénéisation culturelle, mais plutôt une diversification, chaque innovation se ramifiant en multiples variations régionales. Sur le plan religieux, l'impact de ces échanges fut particulièrement profond. Le bouddhisme, né en Inde, se propagea vers l'Est principalement via ses routes commerciales. Des missionnaires comme Kumarajva, qui traduisit des textes bouddhiques du sanskrit au chinois au IVe siècle, voyageaient sur les mêmes routes que les marchands. Des sites comme les grottes de Dunhuang ou de Bamiyan, ces dernières tristement célèbres pour la destruction de leur Bouddha géant par les talibans en 2000, en témoignent de la richesse artistique et spirituelle née de ces échanges. De même, le christianisme nestorien, une branche orientale du christianisme déclaré hérétique en Europe, survécut et se développa le long de la route de la soie, atteignant la Chine au 7e siècle. La célèbre stèle nestorienne de Xi'an, datant de 781, commémore en chinois et en syriaque l'arrivée de cette religion lumineuse en Chine et son adaptation au contexte local. L'islam, apparu en Arabie au 7e siècle, se répandit rapidement le long des routes commerciales, atteignant l'Inde, l'Asie centrale et finalement la Chine occidentale. Des marchands musulmans établirent des communautés dans les principales villes commerciales, construisant des mosquées et des madrasas. Certaines de ces communautés, comme les Sui en Chine, développèrent des formes culturelles syncrétiques qui mélangeaient éléments islamiques et traditions locales. Ces diffusions religieuses créèrent des zones de pluralisme remarquables. Des villes comme Samarcande, Boukhara ou Kashgar abritaient simultanément des mosquées, des églises nestoriennes, des temples bouddhistes et des synagogues. Cette coexistence n'était pas toujours pacifique, mais elle générait des échanges intellectuels féconds. Des concepts philosophiques et théologiques circulaient entre ces traditions, créant parfois des syncrétismes innovants. Sur le plan artistique, l'influence de la route de la soie est visible dans d'innombrables domaines. Architecture, peinture, sculpture, art décoratif, musique, danse. Des motifs décoratifs voyageaient sur des milliers de kilomètres, adaptés et transformés à chaque étape. L'art du tapis, par exemple, se développa remarquablement le long de ces routes. Chaque région
élaborant ses propres styles, techniques et motifs distinctifs, tout en participant à une tradition partagée. En musique, des instruments comme le luth, originaire du Moyen-Orient, voyagèrent dans toutes les directions, évoluant en barba persan, oud arabe, pipa chinois ou luth européen. Chaque culture adapta l'instrument à ses traditions musicales, créant des variantes qui partageaient une filiation commune, mais développaient des caractéristiques distinctives. Ces échanges artistiques ne se limitaient pas aux objets ou aux techniques, mais incluaient aussi des concepts esthétiques et des sensibilités. L'idée de la perspective dans la peinture occidentale, par exemple, pourrait avoir été influencée par des contacts avec l'art chinois via la route de la soie. Dans l'autre sens, l'art chinois de la dynastie Yuan montre clairement des influences de la peinture persane, notamment dans le traitement des paysages et des scènes équestres. Sur le plan linguistique, la route de la soie généra des phénomènes fascinants de multilinguisme et de mélange linguistique. Des documents découverts à Dunhuang et dans d'autres sites révèlent l'existence de textes écrits dans des dizaines de langues différentes, témoignant de la diversité linguistique de ces routes. Des langues comme le sogdien ou le tokarien, aujourd'hui disparues, servirent de lingua franca régionale pour le commerce. De nombreux mots voyagèrent le long de ces routes, suivant souvent le trajet des produits qu'ils désignaient. Le terme soie, lui-même, dérive probablement du chinois S, via une série d'intermédiaires centra-asiatiques avant d'atteindre le grec ancien comme ser et finalement le latin comme sericum. Des mots désignant des épices, des fruits, des textiles ou des techniques artistiques suivirent des parcours similaires, créant un lexique partagé qui transcendait les frontières linguistiques. Ces échanges linguistiques facilitèrent la transmission des connaissances scientifiques et médicales. Des textes médicaux grecs, comme ceux de Galien, furent traduits en syriaque, puis en arabe, influençant profondément la médecine islamique. Plus tard, ces œuvres, enrichies par les contributions de médecins comme Avicenne, Ibn Sina, furent traduites en latin, formant la base de la médecine européenne médiévale et renaissante. De même, les connaissances astronomiques et mathématiques circulèrent dans toutes les directions. Les chiffres arabes que nous utilisons aujourd'hui sont en réalité d'origine indienne, transmis à l'Europe via le monde islamique. Le concept du zéro comme nombre, fondamental pour les mathématiques avancées, suivit le même parcours. Ces transferts de connaissances n'étaient pas de simples transmissions. Chaque culture ajoutait ses propres contributions, créant un processus cumulatif d'innovation. Au-delà de ces échanges spécifiques, la route de la soie contribua à façonner des attitudes culturelles plus larges. Les sociétés situées le long de ces routes développèrent souvent une ouverture particulière aux influences extérieures, une capacité d'adaptation et d'assimilation créative des éléments étrangers. Cette disposition au cosmopolitisme contrastait avec l'isolationnisme plus marqué des régions moins exposées aux échanges intercontinentaux. Cette ouverture n'était cependant pas uniforme ni constante. Des périodes d'intenses échanges interculturels alternaient avec des phases de repli identitaire et de rejet des influences étrangères. Ces oscillations reflétaient souvent des changements politiques, l'arrivée au pouvoir de dynasties plus cosmopolites ou au contraire plus traditionnalistes, des périodes de stabilité permettant l'ouverture ou des crises provoquant un repli défensif. L'impact le plus profond de la route de la soie fut peut-être la création progressive d'un espace eurasiatique interconnecté, où des développements dans une région pouvaient avoir des répercussions à des milliers de kilomètres. Bien avant notre mondialisation contemporaine, ces réseaux commerciaux avaient créé une forme précoce d'économie monde, avec ses centres, ses périphéries et ses dynamiques propres. Cette interconnexion avait des conséquences parfois dramatiques. La peste noire, qui ravagea l'Europe au XIVe siècle, illustre comment ces réseaux d'échange pouvaient propager non seulement des biens et des idées, mais aussi des maladies. Originaire probablement des steppes d'Asie centrale, elle se diffusa le long des routes commerciales, provoquant une catastrophe démographique qui transforma profondément les sociétés européennes. L'héritage matériel de la route de la soie
reste visible aujourd'hui dans les paysages eurasiatiques. Des villes comme Samarcande, Bukhara ou Xi'an conservent une architecture qui témoigne de leur passé de carrefours commerciaux. Des caravansérails abandonnés jalonnent encore d'anciennes routes désertiques. Des musées à travers le monde exposent des artefacts qui illustrent ces échanges transcontinentaux. Soieries chinoises découvertes dans des tombes vikings, monnaies romaines exhumées en Chine, céramique persane influencée par la porcelaine chinoise. Au-delà de cet héritage matériel, l'impact culturel de la route de la soie perdure dans d'innombrables aspects de notre vie quotidienne. Notre alimentation, pensez au thé, aux pâtes, aux épices, nos vêtements, la soie, le coton, les techniques de teinture, nos technologies, le papier, la boussole, les procédés métallurgiques, et même nos systèmes de croyances portent l'empreinte de ces anciens échanges. Dans le monde contemporain, la mémoire de la route de la soie a été mobilisée pour divers projets politiques et économiques. L'initiative Une ceinture, une route, lancée par la Chine, en est l'exemple le plus ambitieux. Mais d'autres pays d'Asie centrale et du Moyen-Orient ont également invoqué cet héritage pour promouvoir leur intégration économique régionale ou attirer le tourisme culturel. L'UNESCO a reconnu l'importance de ce patrimoine en inscrivant de nombreux sites de la route de la soie sur sa liste du patrimoine mondial. En 2014, une inscription transnationale des routes de la soie, réseau de routes du corridor Chang'an-Tianshan, a officiellement reconnu 33 sites répartis entre la Chine, le Kazakhstan et le Kirghizistan comme faisant partie d'un patrimoine commun de l'humanité. Cette reconnaissance internationale souligne la valeur universelle de ce réseau historique d'échange. À une époque où la mondialisation suscite à la fois enthousiasme et inquiétude, l'histoire de la route de la soie nous rappelle que les connexions interculturelles et les échanges économiques à longue distance ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais ont profondément façonné les civilisations humaines depuis des millénaires. Ce qui distingue peut-être notre mondialisation contemporaine de celle de la route de la soie n'est pas tant sa nature que son échelle et sa vitesse. Les marchandises qui mettaient des années à traverser l'Eurasie par caravane circulent aujourd'hui en quelques jours par avion. Les idées qui se diffusaient sur des décennies ou des siècles se propagent maintenant instantanément via Internet. Cette compression du temps et de l'espace a transformé qualitativement l'expérience de l'interconnexion mondiale. Pourtant, les défis fondamentaux demeurent similaires. Comment naviguer dans la diversité culturelle tout en maintenant un système d'échange fonctionnel ? Comment équilibrer les bénéfices du commerce international avec la préservation des identités et des économies locales ? Comment gérer les inégalités créées ou exacerbées par la mondialisation ? Ces questions, qui se posaient déjà le long de l'ancienne route de la soie, restent centrales dans nos débats contemporains. L'histoire de la route de la soie nous offre non pas des réponses toutes faites à ces questions, mais une perspective historique enrichissante. Elle nous rappelle que la mondialisation n'est pas un destin inévitable ni une nouveauté radicale, mais un processus historique façonné par des décisions humaines, des circonstances géographiques et des développements technologiques. Elle nous montre comment des civilisations passées ont négocié leur place dans un monde interconnecté, parfois avec succès, parfois avec difficulté. Cette histoire nous enseigne également que les échanges interculturels ne conduisent pas nécessairement à l'homogénéisation. Le long de la route de la soie, le contact avec l'étranger stimulait souvent la créativité locale, générant non pas une culture mondiale uniforme, mais une mosaïque de traditions distinctes enrichies par des influences extérieures. Cette leçon pourrait être précieuse à une époque où la préservation de la diversité culturelle face aux forces de standardisation constitue un défi majeur. Peut-être la leçon la plus importante de la route de la soie concerne-t-elle la nature même de la civilisation humaine. Contrairement aux récits qui présentent les civilisations comme des entités distinctes et autonomes, l'histoire de ces échanges transcontinentaux suggère que la civilisation est fondamentalement un produit d'interaction, un processus continu, d'emprunt,
d'adaptation et de transformation mutuelle. Nos technologies, nos arts, nos religions, nos langues, nos cuisines, pratiquement tous les aspects de notre culture, portent les traces d'innombrables transmissions et transformations qui ont traversé les continents et les siècles. La soie chinoise, le papier, les mathématiques indiennes, les techniques métallurgiques moyen-orientales, les concepts philosophiques grecs, ces éléments et d'innombrables autres ont voyagé le long des routes commerciales, fusionnant et évoluant pour créer le monde complexe et interconnecté que nous habitons aujourd'hui. Pourquoi continuons-nous à être fascinés par cette histoire ancienne ? Peut-être parce que, dans un monde souvent marqué par les conflits et les divisions, la route de la soie nous rappelle la possibilité d'un autre modèle de relations internationales, fondé non sur la domination, mais sur l'échange mutuellement bénéfique. Bien sûr, cette vision idéalisée ne capture pas toute la complexité historique. Les routes commerciales connaissaient aussi des guerres, des conquêtes et des exploitations. Mais elle offre néanmoins un contrepoint inspirant aux visions plus pessimistes des relations interculturelles. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre propre ère de mondialisation, avec ses promesses et ses périls, l'histoire de ces anciennes routes commerciales peut nous aider à comprendre notre place dans une longue tradition d'interconnexion humaine. Elle nous rappelle que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas entièrement nouveaux et que les solutions peuvent être éclairées par l'expérience collective de l'humanité à travers les âges. Car en fin de compte, la route de la soie n'est pas simplement un phénomène historique lointain. C'est une métaphore toujours vivante de notre capacité à tisser des liens à travers les distances géographiques et culturelles, à construire des ponts plutôt que des murs, à enrichir nos vies par l'échange et la découverte mutuelle. Dans ce sens, l'esprit de la route de la soie continue de vivre dans chaque interaction interculturelle positive, dans chaque échange qui nous permet de voir le monde à travers les yeux de l'autre et d'en ressortir transformé. N'hésitez pas à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime.